Bonjour, je m'appelle Esther Abrami, je suis violoniste et compositrice et je vous parle aujourd'hui pour Aletheia. Bienvenue sur Aletheia. Vous dites qu'être violoniste, ce n'est pas juste jouer du violon, mais une vocation. À quel moment avez-vous compris que c'était la vôtre? C'est venu en plusieurs étapes. J'ai eu d'abord la découverte du violon quand j'avais 3 ans avec ma grand-mère. Et ensuite, quand j'avais 9 ans, j'ai pris un cours de violon. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose. Et j'ai eu un déclic. Quelques cours après, j'ai annoncé à ma maman que je voulais devenir violoniste. Et donc ça a été assez instantané et surtout très jeune. Ça fait assez bizarre même de me dire aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de ce que je voulais faire à 9 ans. Et j'ai eu seulement cet objectif-là et ça n'a jamais changé. Ma grand-mère a été la première qui a mis la puce à l'oreille sur le fait de me donner son violon déjà, parce qu'elle m'a donné le violon sur lequel elle avait joué quand elle était petite. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi un concert qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 9 ans, qui était un concert de musique klezmer où j'ai vu un violoniste jouer. Et ça m'a vraiment marqué et je pense que les deux ont fait que j'ai voulu prendre des cours de violon. Parfois, il y a des choses qui se transmettent sans même vraiment mettre les mots dessus. Ma grand-mère n'a jamais voulu que je devienne violoniste. Elle s'est pas dit, ma petite fille, je vais lui apprendre le violon comme ça. Pas du tout. Elle m'a donné ce violon, elle m'a montré, elle m'a parlé de musique sans jamais penser que sa seule petite fille allait devenir violoniste. Vous êtes aussi compositrice et vous avez à cœur de laisser une trace dans l'histoire de la musique. Quel message voulez-vous transmettre avec votre musique au-delà des notes? Je pense que ce que j'aimerais transmettre, c'est le fait que tout le monde peut avoir quelque chose à dire. J'avoue, en tant que femme, ça me tenait vraiment à cœur de laisser une trace, de raconter un petit peu mon histoire, l'histoire de ma famille à travers ma musique. La raison aussi pour laquelle j'ai pu écrire ce livre et en fait aller à la recherche sur les pas de toutes ces compositrices, connaître leur vie, c'est aussi parce que justement elles ont laissé des traces. Aujourd'hui, je me suis décidée à écrire moi-même. Je voudrais transmettre ce que je vis aujourd'hui. On est en 2026, quand on étudie la musique écrite par exemple il y a 200 ans, on peut ressentir que les gens ne vivaient pas dans le même temps, les morceaux étaient beaucoup plus longs. Aujourd'hui, on a des morceaux qui sont plus courts, on vit beaucoup plus vite. Et je trouve que c'est un vrai témoignage en fait de ce que l'on vit à notre époque. Justement, dans votre livre, mais aussi dans votre podcast, vous mettez en lumière des figures féminines du monde de la musique. Laquelle vous parle le plus? Je pense que c'est difficile d'en choisir une. J'adore mettre en valeur effectivement des femmes inspirantes. Il y en a une qui m'a beaucoup marquée, c'est Rachel Portman, qui était la première compositrice à avoir gagné un Oscar pour la musique de film qu'elle a écrit. C'est une femme extrêmement humble qui, quand on lui parle, on ne dirait pas du tout qu'elle a gagné un Oscar, honnêtement. Ça m'a aussi donné envie de suivre ses pas. Sentez-vous que le regard des jeunes sur la musique classique est en train de changer? Oui. Quand j'ai fait ma recherche pour mon master, j'ai justement écrit sur le pourcentage de jeunes qui écoutent de la musique classique et ça a énormément augmenté. Alors il y a pas mal de raisons, effectivement il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a des playlists qui vont dire ok, si vous êtes de cette humeur, bah, vous avez cette playlist là. Il y a aussi, je trouve maintenant de plus en plus de séries télé où on utilise en fait la musique classique. On voit aussi des artistes comme Rosalia qui utilisent des influences classiques. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'aujourd'hui il y a un espèce de retour à la mode. Vous êtes aussi compositrice. Où puisez-vous votre inspiration? Je puise mon inspiration dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'ai vécu. J'écris pas quand je vis quelque chose sur le moment. J'ai besoin de le vivre, de l'assimiler. Et ensuite, j'écris dessus. C'est un petit peu comme avoir une séance de psy, honnêtement. C'est un peu ce sentiment-là où ça décharge. Et c'est généralement un très bon moyen d'apaisement. Sainte Hildegarde, que vous évoquez dans votre ouvrage, vous voyez la musique comme un lien entre l'âme humaine et le divin. Ressentez-vous, vous aussi, cette dimension spirituelle lorsque vous jouez ou vous composez? Je le ressens dans différentes manières quand je compose et quand je joue. Je pense que c'est honnêtement ce qui fait que j'aime autant jouer en public, en concert. En fermant les yeux, on est complètement transporté. On peut ressentir même l'émotion du public. En composition, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fou. C'est un peu cet éclair, en fait, d'une mélodie qui va arriver. D'une idée comme ça, où on ne sait pas comment, pourquoi. On sent que c'est presque, ça vient pas de nous, quoi. Vous parlez beaucoup du pouvoir de la musique aussi dans votre ouvrage. Qu'est-ce que la musique dit que les mots ne peuvent pas dire? Je pense que les mots divisent énormément, alors que la musique ne peut faire que nous unir. Normalement, c'est vraiment le moment où les gens ne se disputent pas, même si sur tout autre sujet, ils sont en désaccord, ils peuvent aller à un concert, ils peuvent parler une langue qui est différente, ils peuvent avoir des opinions politiques qui sont différentes, mais ils peuvent tous les deux être touchés par la même chose au niveau musical. Et ça, c'est quand même un pouvoir absolument incroyable.